Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo du programme de spécialité de terminale. Je vais aborder ici la dynamique d'un dipôle RC et vous parler donc d'un nouveau composant électrique qui intervient dans l'aspect tactile de votre portable, également dans le déclenchement d'un airbag d'une voiture. Ce composant s'appelle le condensateur. On va donc parler de la composition de ce condensateur, mais surtout du comportement de ce condensateur lorsqu'il est dans un circuit électrique avec d'autres constituants. Le condensateur est constitué de deux surfaces conductrices qu'on appelle des armatures qui se font face et qui sont séparées par un matériau isolant qui s'appelle un diélectrique. Quand on regarde de plus près un condensateur, on voit apparaître deux valeurs numériques correspondant à deux grandeurs. L'une d'entre elles s'appelle la capacité. Je développerai juste après ce que c'est que cette capacité. Et d'autre part, vous avez sa tension maximale de fonctionnement exprimée en volts. Un condensateur va avoir son symbole normalisé quand on fait un schéma électrique qui est complètement logique avec sa composition. Vous reconnaissez les armatures séparées donc par le diélectrique. On va maintenant aborder l'aspect tension qui existe aux bornes d'un condensateur. Je vous rappelle que la tension, grandeur fondamentale en électricité, c'est la différence de potentiel entre deux points. Et donc là, évidemment, on va s'intéresser à ce qui se passe aux bornes du condensateur, d'un côté et de l'autre. La tension est notée avec la lettre U, UC pour condensateur, et dans un schéma électrique, elle est représentée par une flèche qui relie donc les deux points qui m'intéressent, d'un côté donc du condensateur et de l'autre, de chaque côté donc des armatures, et le condensateur étant un récepteur, en convention récepteur, on va dessiner l'intensité du courant qui arrive ici de la gauche vers la droite. Les deux flèches, celle du courant et celle de la tension, se font face en convention récepteur. Le courant électrique dans un circuit, c'est un déplacement d'électrons. Et donc ce déplacement d'électrons, comme vous le savez, est dans un sens qui est opposé au sens conventionnel du courant. I, ici représenté. Ça veut dire que les électrons, si je symbolisais leur déplacement, ils iraient de la droite vers la gauche. Comme ici j'ai un isolant, eh bien les électrons, ils ne peuvent pas circuler là entre les deux armatures. Je sais qu'ils circulent dans ce sens-là, donc ils vont partir d'ici. Et ils vont continuer leur chemin pour revenir ici. Les électrons étant chargés négativement, s'ils partent de cette armature, elle devient positive. Et si les électrons arrivent ici, ils vont s'accumuler, elle devient chargée négativement. Mais évidemment, il y a autant d'électrons qui partent de celle-ci que d'électrons qui arrivent ici. Les deux armatures portent des charges qui sont diamétralement opposées. Le courant I, on le retrouve évidemment de l'autre côté parce que là vous avez des électrons qui bougent, qui partent, donc il y a du courant. Et là vous avez aussi des électrons qui bougent, donc il y a du courant. Et il y a autant d'électrons qui bougent pendant une certaine durée, donc le courant est bien sûr exactement le même. Ce processus-là, il n'est évidemment pas infini, puisque les armatures ne peuvent pas accumuler des tonnes et des tonnes d'électrons, en tout cas elles ont une limite, et cette limite, elle est caractérisée par ce qu'on appelle la capacité tout simplement du condensateur, c'est l'aptitude à accumuler des charges électriques. Cette capacité est notée C, elle s'exprime en farad, en hommage à Faraday, qui est un scientifique britannique qui a beaucoup travaillé dans le domaine de l'électromagnétisme et de l'électrochimie. Et ce Faraday, c'est une unité qui est une très très grosse unité, c'est-à-dire que dans les exercices que vous allez faire, vous verrez les condensateurs ont une capacité de quelques microfarads ou quelques nanofarads, même encore plus petits, mais vous n'aurez jamais beaucoup plus gros. C'est une unité donc qui est très très grande. Quel lien y a-t-il entre la tension qui s'exerce sur le condensateur et la charge qui va donc s'accumuler sur les armatures? Alors on va s'intéresser à la charge positive. Elles sont bien sûr opposées, on l'a dit, donc si je connais l'une, je connais l'autre. Là, je vais établir le lien mathématique entre ces deux grandeurs-là. Et en fait, il est très simple. Plus on exerce une tension forte aux bornes du condensateur, plus on va accumuler d'électrons d'un côté et faire partir de l'autre. Donc plus UC est grand, plus Q est grand. Et en fait, le lien le plus simple qui existe est un lien de proportionnalité entre les deux grandeurs. Ce coefficient de proportionnalité qui existe entre les deux, c'est justement la capacité du condensateur, la charge portée par l'armature positive
est donc égal à la capacité du condensateur multipliée par la tension qu'on lui impose. Cette relation encadrée, elle est fondamentale dans le cas du condensateur. On peut la retrouver grâce à une animation dont vous voyez le lien au bas de la page. Cette relation est donc à connaître. Il faut aussi connaître bien évidemment les unités des grandeurs qui interviennent. La charge est en coulomb, la capacité, on vient de le dire, en farad, la tension s'exprime en volts. Au cours du fonctionnement, cette charge Q va pouvoir augmenter. Dans ce cas-là, on dira que le condensateur est en train de se charger, ou bien elle peut diminuer. On parlera de la décharge du condensateur. Deuxième grandeur fondamentale dans un circuit, c'est bien évidemment l'intensité du courant, I. L'intensité du courant, c'est ce qu'on appelle le débit de charge. Ça mesure en fait la charge qui circule dans un circuit pendant une certaine durée, ce qu'on appelle le débit. Et donc de cette relation, de cette définition-là, on en déduit la relation. Celle-là, vous la connaissez, vous l'avez vue dans le cas d'un régime permanent, c'est-à-dire quand I est constant. Et dans le cas du régime permanent, on utilise des lettres majuscules, que ce soit pour I ou que ce soit pour la charge. I en ampères, la charge toujours en coulomb, la durée en secondes. Moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est ce qui se passe non plus en régime permanent, mais dans un régime quelconque, donc notamment le régime variable. Et dans cette situation variable, eh bien, le I et le Q sont symbolisés par des lettres minuscules. Comment on va obtenir la relation? Eh bien, en faisant tendre ce débit qui est exprimé par la relation ici, en faisant tendre la durée delta t vers 0. On obtient ainsi la limite de cette expression-là. Et la limite donc de ce taux de variation de la charge par rapport au temps, eh bien c'est la dérivée. On a déjà vu dans d'autres chapitres que la limite du taux de variation c'était la dérivée. Donc là en l'occurrence la dérivée de la charge par rapport au temps. Deuxième relation à connaître absolument, elle est fondamentale donc entre I et Q. Alors on a déjà établi sur la diapositive précédente le lien entre la charge Q et la tension. Là on a le lien entre I et Q et vous voyez que Q peut faire la connexion entre I et U, sachant que I est la dérivée de la charge c'est ce truc là, et donc I est donc égal à la dérivée d'une constante par la variable U, et donc la dérivée d'une constante du produit constante par une variable, c'est égal à la constante multipliée par la dérivée de cette variable. Voici la relation qu'on peut en déduire de ces deux-là. Cette relation, elle peut être redémontrée ou connue, peu importe. Que je regarde celle-ci ou celle-ci, on constate une chose, c'est que lorsqu'on est en régime permanent, c'est-à-dire quand la charge ne change plus et donc quand la tension au bord du condensateur ne change plus non plus, si j'en fais la dérivée, j'obtiens 0 et donc l'intensité du courant est nulle. Ceci est tout simplement dû à la présence du diélectrique, c'est-à-dire que j'ai beau avoir une tension qui existe, si celle-ci ne change plus, si elle est constante, eh bien la présence du diélectrique empêche les électrons d'aller d'une armature à l'autre et donc le courant va s'annuler. Quand est-ce qu'il y a du courant? C'est quand vous allez avoir une accumulation supplémentaire de charge ou bien une diminution de cette charge. Quand on est en régime variable, là, régime transitoire, là il y a un courant au cours de la charge, au cours de la décharge, mais quand on a atteint le régime permanent, là l'intensité du courant devient nulle. Alors pour revenir sur les deux exemples du tout début de la vidéo, je vous parlais donc de la présence de condensateurs dans ces deux dispositifs. En fait, ce sont des capteurs capacitifs qui vont capter une pression du doigt, qui vont capter un déplacement très rapide dans le cas de l'airbag, et bien caché derrière, il y a en fait un condensateur, une capacité. Quand je presse sur l'écran du smartphone, je vais modifier un champ électrique qui est présent au niveau d'une grille conductrice qui est située derrière l'écran mobile, et ainsi ça modifie la capacité. De la même manière, lorsqu'il y a un mouvement violent dans le cas d'un choc, vous avez ce dispositif-là qui est constitué d'une partie fixe et d'une partie mobile. La partie mobile va évidemment bouger, ce qui modifie la distance
entre les lamelles, et donc vous avez une modification de la capacité du condensateur qui est ici. Ce qu'on va régler au mieux, c'est que cette variation de capacité, elle doit entraîner une réponse qui est adaptée en termes de durée. Quand j'appuie sur mon smartphone, je veux une réaction instantanée. Quand il y a un déplacement rapide ici, une modification de la capacité du condensateur, je veux que l'airbag se gonfle le plus rapidement possible. Et donc cette réponse du condensateur, cette évolution au cours du temps, elle est fondamentale de manière à ce que j'adapte dans un cas ou dans l'autre, que j'adapte cette durée de réaction par rapport à la situation. Donc ce qu'on va aborder maintenant, c'est l'étude au cours du temps de la présence d'un condensateur dans un circuit. Le condensateur, il ne sera jamais tout seul dans un circuit électrique. Il va toujours être associé d'une partie protectrice, une résistance. Résistance, vous avez vu ça au collège. Ça a une influence sur l'intensité du courant. Et donc, on constitue, dans ce cas-là, ce qu'on appelle un dipôle RC. R pour la résistance, C pour le condensateur. Alors, c'est la capacité 1C. Et donc, l'association en série de ces deux constituants forme ce qu'on appelle un dipôle RC. Première situation, on va voir ce qui se passe lorsqu'on charge ce condensateur. Voici donc le circuit caractéristique de la charge d'un condensateur dans lequel on reconnaît un générateur caractérisé par sa force électromotrice, sa tension à vide E, et vous avez donc le conducteur ohmique et le condensateur ici, la tension UC aux bornes du condensateur et la tension UR aux bornes du conducteur ohmique. Pour relier ces différentes tensions, on applique une loi qui s'appelle la loi des mailles. Et donc si je regarde ce point-là et ce point-là, voilà, là j'ai donc les deux points qui sont aux bornes du générateur. La tension qui existe entre ces points, c'est E, mais je peux aussi faire ce chemin-là pour aller de ce point-là à ce point-là. Et là, je vois que je vais avoir UR plus UC. Donc la loi des mailles, elle me dit que E est égal à UR plus UC. Et je vais remplacer UR et UC par les expressions qu'on a établies précédemment. Alors dans le cas de UR, loi d'Ohm, UR égale RI. Et on a vu donc que I était égal à C, la capacité, fois la dérivée de la tension. Ce qui me donne donc ça, voilà. Je remplace tout ce qu'il faut et j'obtiens donc l'équation qui est ici. R, I, c'est ça, donc là on a le UR, plus UC, là j'ai rien remplacé du tout, est égal à E. Cette équation-là, je vais la transformer un tout petit peu pour isoler ce terme-là qui est la dérivée de la tension. Et ainsi ça va me donner ça, donc pour isoler ça, première étape, je bascule le UC de l'autre côté, j'obtiens donc un moins UC plus E, et ce moins UC plus E, je divise tout par RC. Donc moins 1 sur RC fois UC plus E sur RC. Cette équation-là, bon celle-ci aussi, mais celle-là, sous cette forme-là, c'est une équation différentielle, c'est-à-dire une équation dans laquelle vous allez avoir une grandeur variable, qui est la tension, et l'une de ses dérivées. Bon là c'est la dérivée première, ça s'appelle une équation différentielle. Et cette équation différentielle possède une solution. Pour trouver la solution de cette équation différentielle, on fait référence à un point maths que vous avez peut-être déjà vu en maths complémentaires notamment. Et donc ce point maths nous dit que lorsqu'on a une équation différentielle, alors en maths évidemment la dérivée elle est notée avec le prime, vous avez ici donc la fonction et sa dérivée, donc là vous avez une équation dans laquelle il y a les deux, c'est bien une équation différentielle, et bien la solution de cette équation prend la forme suivante, y égale k fois exponentielle de ax moins b sur a. Je vais reconnaître chacune des grandeurs dans mon équation différentielle, donc la fonction variable c'est UC, le coefficient a c'est moins 1 sur RC, et le coefficient b, eh bien, le voici, c'est E sur RC. Donc la solution, elle est de cette forme-là. Eh bien, je vais appliquer avec tout ce que j'ai reconnu ici. Le x étant bien sûr en maths, x c'est la variable. En physique, ici, la variable c'est le temps. On étudie l'évolution au cours du temps. La solution, elle est donc
Y, c'est-à-dire UC, est égal à un coefficient K, multiplié par exponentielle de A, alors A c'est moins 1 sur RC, multiplié par X, la variable, c'est-à-dire dans ce qui nous concerne le temps. Donc ça fait moins 1 sur RC fois T, donc moins T sur RC. Là, la barre de fraction a disparu. Plus quoi? Alors plus, enfin plutôt moins B sur A dans ma solution, B étant égal à ça, A étant égal à ça, donc si je fais B sur A, j'obtiens moins E, et donc moins B sur A, ça fait plus E. Voici la solution, pas tout à fait définitive, de l'équation différentielle que j'ai ici. Alors, à quoi ça sert juste de résoudre cette équation? C'est d'avoir l'évolution mathématique de la tension au cours du temps. Moi, je veux voir comment évolue UC au cours du temps, et comme UC est lié à la charge, je pourrais savoir comment évolue la charge au cours du temps. Pour résoudre complètement cette équation différentielle, il me reste à trouver la constante K qui est ici, et pour cela, je vais me placer à l'instant t égale 0. À l'instant t égale 0, je suis en phase de charge, donc initialement, le condensateur il est déchargé. Q est égal à 0. Si Q est égal à 0, sachant que Q c'est C fois UC, hein, j'ai aussi une tension UC qui est nulle. J'applique maintenant dans cette relation-là le t égale 0, je vais regarder ce que ça me donne. Ça me donne ainsi K fois exponentielle de moins 0 sur RC. Moins 0 sur RC, ça fait 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc j'arrive à K plus E égale 0. Et K plus E égale 0, ça me donne K égale moins E. Et je remplace maintenant dans l'expression qui est ici. J'obtiens ainsi cette expression-là. Je mets E en facteur. Et j'obtiens la solution de l'équation différentielle. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez savoir faire. Établir d'une part l'équation différentielle à partir du schéma qui est ici, et résoudre l'équation différentielle pour arriver à cette solution. Si vous rentrez ça sur votre calculatrice, si vous connaissez les valeurs de R, de C et de E, et à la place de t c'est x, vous allez avoir ce graphique tout à fait caractéristique d'une charge. Vous voyez bien que la tension augmente et elle va tendre cette tension vers une valeur limite. Cette valeur limite c'est E. Alors cette valeur elle est complètement logique, si on regarde un petit peu ce qu'on a écrit plus tôt. On est bien d'accord que quand on atteint le régime permanent, la tension n'évolue plus. L'intensité qui est donc égale à la dérivée de la charge, cette intensité va s'annuler. Si I s'annule, la tension UR devient nulle, et si UR est nulle, eh bien UC est égal à E, et c'est logique donc avec ce qu'on a ici. Deuxième chose qu'on étudie maintenant, c'est la décharge. Alors pour la décharge, c'est toujours le même montage, mais cette fois, on va basculer le commutateur en position 2. La boucle fermée ne contient plus que le conducteur ohmique et le condensateur. Et là, la loi d'émail, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que UR plus UC, cette fois, est égal à 0, puisque le générateur n'est plus dans la boucle fermée. Je remplace UR par RI, I par C fois la dérivée de UC, et j'obtiens donc cette équation-là. C'est une équation différentielle, mais que je vais légèrement modifier pour isoler juste la dérivée, comme ceci. Pourquoi je le fais ça? C'est parce que mathématiquement, le point mat que j'ai affiché et que je l'affiche à nouveau, le point mat, il nous met l'équation différentielle sous cette forme-là. Y', la dérivée est égale. Et donc là, je m'arrange pour avoir la dérivée de ma fonction égale tout le reste. Donc pareil, on identifie A, B, etc., etc. Donc le Y, ça n'a pas changé, c'est toujours UC. Le coefficient A n'a absolument pas changé par rapport à tout à l'heure. Et là, la différence, c'est que le coefficient B vaut 0. Donc ça va simplifier un petit peu la solution. Donc cette solution, c'est toujours un coefficient K, multiplié par exponentielle de moins T sur RC, et puis c'est tout. Reste à trouver le coefficient K, on se place à l'instant t égale 0 pour trouver la constante. Là, concrètement, lorsqu'on bascule l'instant initial de la décharge, eh bien, le condensateur était chargé.
il avait donc une tension qui était égale à E, celle qu'on avait imposée par le générateur. Donc initialement, au cours de la décharge, UC vaut E. Et si maintenant j'applique le t égale 0 dans la solution partielle qui est ici, je vais obtenir k fois exponentielle de moins 0 sur RC, c'est-à-dire exponentielle de 1, exponentielle de 0, pardon, ça vaut 1. J'arrive donc à k égale E. Je remplace le k ici par la force électromotrice. Et j'obtiens donc la solution de la tension au cours de la décharge. C'est une exponentielle décroissante qui a une forme que vous avez déjà rencontrée, que ce soit en cinétique chimique ou en décroissance radioactive. Donc vous avez toujours le même genre de fonction, le même genre de solution. Et voilà donc la résolution dans le cas d'une décharge. Il nous reste un point à aborder, que ce soit pour la charge ou pour la décharge. Il faut que celle-ci se fasse dans un temps qui nous intéresse quand on utilise le condensateur, dans le cas du smartphone, dans le cas du détecteur pour l'airbag. Il faut que cette charge ou cette décharge se fasse dans un temps adapté, et donc ce dipôle RC a un temps caractéristique qu'on appelle taux. Je vous remets les deux solutions qu'on vient de trouver dans le cas de la charge et le cas de la décharge. Et vous voyez donc le même coefficient qui apparaît, c'est le coefficient RC qui apparaît ici. Et bien ce coefficient RC, on va l'étudier notamment grâce à son unité. Quelle est l'unité de R fois C? Alors R c'est en ohms, C c'est en farad, donc le produit RC c'est en ohm farad. Bon alors ohm farad, on peut transformer ça pour voir un petit peu ce qui est caché derrière. Le R, eh bien on le rencontre notamment dans la loi d'Ohm U égale RI. Volt, ohm, ampères, donc des ohms en fait c'est complètement homogène à des volts divisés par des ampères, des volts par ampère. La capacité C d'un condensateur, on la retrouve dans la formule I égale C fois la dérivée de UC par rapport au temps. Alors ça a beau être une dérivée, ça reste là le d de UC sur dt, c'est une tension. Si on veut calculer, on pourrait faire un coefficient directeur de la tangente, et si on veut trouver le coefficient directeur, on va bien diviser une tension par un temps. Donc la dérivée ici, c'est bien en volts par seconde. Et donc si j'isole C, ça va être des ampères divisé par des volts par seconde. Et donc 1 farad, c'est homogène à des ampères, divisé par des volts par seconde, autrement dit c'est des secondes par volt. Et maintenant si je fais le produit de R par C, autrement dit des ohms par les farads, eh bien j'obtiens des volts fois des volts moins 1, ça se simplifie, des ampères moins 1, ça se simplifie. Il nous reste que des secondes, autrement dit R fois C est homogène à un temps. Eh bien ce produit RC, c'est justement le temps caractéristique qu'on appelle la constante de temps du dipôle RC, et on va voir comment le déterminer, ce temps caractéristique, cette constante de temps. La première, c'est une méthode calculatoire. Lorsqu'on attend une durée équivalente à 5 fois la constante de temps, 5 taux, eh bien, vous pouvez appliquer, que ce soit pour la charge ou la décharge. Alors dans le cas d'une charge ici, si on fait 5 taux ici, donc 5 fois RC, ça va nous faire exponentielle de moins 5. 1 moins exponentielle de moins 5, vous pouvez le vérifier, le calculer, ça vaut 0,993. Autrement dit, la charge a été effectuée à 99,3%. Autrement dit, elle est terminée. Dans le cas de la décharge, on fait le même genre de calcul, on arrive à 0,07 fois E, quasiment nul. On peut considérer qu'au bout de 5 taux, le régime transitoire est terminé. Donc ça nous permet, si on part de cette hypothèse-là, eh bien graphiquement, de dire, bon bah voilà, là le régime transitoire il est terminé, je suis à peu près ici, donc je sais qu'il s'est écoulé, hop, je relève le temps, je sais qu'il s'est écoulé 5 taux. Et ainsi, en divisant par 5, j'ai la valeur de taux.
de la constante de temps. Le problème, c'est que c'est pas toujours simple de déterminer précisément quand est-ce que le régime transitoire est terminé, quand est-ce que commence le régime permanent. Donc on a d'autres méthodes qui nous permettent de déterminer tôt avec une précision un peu meilleure. Il existe la méthode de la tangente à l'origine. Donc si je trace la tangente à l'origine et que je trace également l'asymptote, eh bien ces deux droites vont se croiser en un point qui a pour abscisse taux. Voilà une méthode graphique. Ou bien, troisième méthode, lorsqu'il s'est écoulé juste une fois taux, t égale taux, hein, on peut le vérifier, si on met RC ici, donc ça fait 1 quand on simplifie, 1 moins exponentielle de moins 1, et bien là, cette fois, on va obtenir un coefficient 0,63. On a atteint 63% du maximum, ou bien dans la décroissance, 63% du régime transitoire a eu lieu. Donc si je connais la valeur numérique de E, je calcule ce que vaut 0,63 fois E, et ainsi je recherche sur la courbe bleue à quel instant j'ai atteint cette tension, ça me donne la valeur de taux. On peut aussi linéariser, notamment dans le cas de la décharge, c'est assez facile parce que c'est plus simple d'interpréter une droite que d'interpréter une courbe parfois. Donc si je linéarise, je vais m'arranger pour ne plus avoir l'exponentielle en utilisant la fonction réciproque de l'exponentielle qui est le logarithme népérien. Donc si je fais logarithme népérien de toute cette égalité, je vais avoir ln de UC égale ln de tout ça. Logarithme népérien d'un produit, c'est la somme des logarithmes, donc ça me fait ln de E plus ln de ça, et ln d'exponentielle de quelque chose, je tombe sur ce quelque chose, c'est-à-dire que je vais avoir ln de UC égale ln de E moins t sur RC, t sur taux, et donc si je trace ln de UC en fonction de t, j'ai une droite dont l'ordonnée à l'origine est ln de E et dont le coefficient directeur vaut moins 1 sur taux. Et donc voilà, j'ai la droite, je calcule le coefficient directeur, ça c'est facile, c'est précis, et je sais que ce coefficient directeur c'est moins 1 sur taux, donc je trouve la valeur de taux. Voilà une méthode pour trouver le temps caractéristique et adapter du coup ce temps caractéristique, parce que si j'agis sur la valeur de R, si j'agis sur la valeur de C, je vais pouvoir avoir un temps caractéristique qui est plus long, plus court, qui est adapté en fait à la situation. Et ainsi, je réponds bien à la problématique de départ, comment adapter le temps de réponse d'un dispositif qui contient un condensateur. Ben, c'est en agissant justement sur cette constante de temps. Bon, voilà pour cette longue vidéo, ce long chapitre avec beaucoup de connaissances. N'hésitez pas à me poser des questions, à aimer si vous appréciez, à diffuser, et à très vite pour une nouvelle vidéo.